Eh bien, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes avec un digne représentant de la Confédération helvétique, en clair, avec un Suisse. Oui. C'est Jacques Cornu. Et, circonstance merveilleuse, il vient de fêter ses... Attends, 50-20. Les Français, ils disent 70. Oui, mais en Suisse, comment on dit? 70. C'est 70. Il C'est vient d'avoir 70 chez nous. 70 ans. Donc, on en conclut qu'il est né en 1953. 53. Alors, dis donc, Jacques, avant de parler de toi, il faut dire un mot de la Suisse, qui est un petit pays, et que faire de la moto de compétition en Suisse, c'est pas facile, parce que depuis 1955, on a interdit les circuits en Suisse. C'est ça, hein? Oui. Et donc, comment font les pilotes suisses pour débuter? Alors, je vais juste expliquer en gros. On a une grande chance quand même, c'est d'habiter au centre de l'Europe. C'est vrai. Et on a Dijon, on a l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, il y a des circuits. Donc pour nous, oui, il y a quelques kilomètres à faire, mais je pense que c'est plus facile pour un Suisse que d'être finlandais ou je ne sais où. Et peut-être même du sud de l'Espagne, oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc oui, bien sûr, c'est un handicap pour s'entraîner ou comme ça, mais bon, Dijon... on y est vite, hein. Ouais, ouais. Il y a quand même des circuits, puis maintenant il y a beaucoup de petits circuits en Alsace. J'ai des gens qui viennent faire des cours, ils partent le matin, ils rentrent le soir. Donc c'est pas trop loin. C'est quand même une contradiction parce que la Fédération internationale de moto est basée en Suisse. En fait, la Suisse a eu des grands prix de moto jusqu'en mai 1955. Je reviens à cette date parce que c'est la date de l'accident des 24 heures du Mans. Et à la suite des morts au Mans, le gouvernement suisse a définitivement interdit les courses sur circuit. Par contre, il n'a pas interdit les courses de côte. Donc toi, tu as commencé en course de côte. Alors, course de côte, et on faisait le championnat suisse, on allait sur des circuits, on venait à Dijon. Hors de Suisse. Voilà. Et au circuit Paul Ricard, et voilà. à Hockenheim. Et puis Ledenon, Garland, je ne sais pas si ça existe encore. Ah ben merci Voilà. les Français, sans nous vous pourriez rien faire les Suisses là. Ça va. Hein. On va vite oublier le cocorico là. Hein. Écoute, non mais il faut que tout coordonne, tout va bien. C'est ça. Oui. On a besoin de donc, vous avez besoin de nous aussi. Tu as commencé directement en circuit ou les deux mélangés circuit? Alors, il faut savoir, on avait un tout petit circuit à Linières qui faisait 1400 km. Au Long-Villard, c'est pas ça? Non, c'est à Linières. Il y a un tout petit circuit et j'ai fait mes premières armes là-bas, mais c'était un circuit, voilà, 1400 mètres. Mais ça fait rien. Pour faire ces armes, c'était parfait. Avec quoi? Avec une Suzuki T20 qui était modifiée. Pour la course. Voilà. Alors, parce qu'il faut dire une chose, tu es quand même assez grand. Combien tu mesures? 1m88? 1,86. 1,86. Mais ça, il y a quelques années. Hein. Avec les années... T'es un peu rapetissé. mais ça veut dire que c'est pas facile à loger 1m86 sur une toute petite cylindrée. Alors, je dirais que ça a été mon gros handicap. J'étais un pilote très polyvalent. Ça veut dire que j'ai même fait championnat du monde d'endurance et de vitesse en même temps. Et j'aurais dû courir en 500. Mais voilà, les moyens, etc., ce n'était pas possible. Donc j'ai couru en 250, qui était vraiment un handicap, question de rapport poids-puissance. Et c'est le pourquoi j'étais très à l'aise sur les motos d'endurance. Et pour ça aussi, je suis devenu champion du monde avec Chemarin en endurance. Sur Kawasaki. Sur Kawasaki. Voilà. Attends, on va mettre les choses en ordre. Quand est-ce que tu commences à courir vraiment? Attends, en 74, là. 74. 74. Ouais. Première course, donc, avec cette Suzuki T20. Voilà. Et quand est-ce que tu deviens pilote international? Alors c'est 82, vers 82. Mais ici, Dijon, il y a quand même quelques particularités, parce qu'en débutant, j'avais fait un podium. Et ça m'a permis d'obtenir une licence pour faire le championnat suisse, pas en tant que débutant, en tant qu'élite. Et puis donc ici, et après il est arrivé aussi quelque chose qui a marqué ma carrière, c'est que c'est un circuit, il n'y a encore pas la bretelle en bas. Oui, tout à fait, il était plus court. C'était plus court, et sur la ligne droite, je me faisais dépasser par 6 pilotes, et toute la partie sinueuse derrière, je me retrouvais en tête de ces 6 pilotes, et ils me redépassaient chaque fois dans la ligne droite. Et là je me suis dit, mais dans le fond, si j'avais une moto aussi vite qu'eux, parce que dans les virages, je suis plus vite qu'eux, mais si j'avais une moto aussi vite qu'eux, normalement, ça devrait le faire. Alors j'ai dit, mais maintenant, c'est soit tu arrives à économiser de l'argent pour t'acheter une moto qui est compétitive, ou il faut arrêter. Et j'ai fait le bon choix. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier à l'époque pour gagner de l'argent? Alors, j'étais mécanicien auto.
Et bon, il faut revenir en arrière aussi avec les sommes. Et j'avais 5 mois pour économiser 10 000 francs. Suisse. Et, oui, voilà, Suisse. Mais ça correspond à peu près aux euros, mais il faut revenir en arrière. Mais ça ne suffisait pas, donc je travaillais le soir, la nuit. Et surtout, j'organisais des bals populaires. Elle est vraie donc, hein, pour financer mes saisons. Et il faut aussi dire, tellement je n'avais pas d'argent quand j'ai commencé, je suis venu ici à Dijon, j'avais une R4, une Renault R4, merci la France, hein, ah oui, je te le dis avant que tu me le dises, toi. J'avais une Renault R4, dedans la moto, le mécanicien, l'équipement, la tente et tout, et pas un brick, une normale. Oui, mais je te rassure, beaucoup de monde à cette époque, c'est ce qui commençait comme ça. C'était merveilleux. L'aventure. On arrivait à mettre une moto de course dans une R4, dans une 2 chevaux. Ouais. Et puis on y allait. Et c'était presque les riches qui avaient un break où on pouvait mettre la moto sans démonter les roues. C'est joli, alors commencer comme ça, pour terminer avec des camions qui commencent une fois, qui finissent jamais. Hein, et quand est-ce que tu as le droit de participer à ton premier Grand Prix? Alors ça a été une course, il y avait une course internationale à Nogaro. Et les 6 premiers de cette course internationale recevaient automatiquement un engagement pour le Grand Prix qui était plus tard. Et c'est comme ça. Alors j'ai fait mon premier Grand Prix à Nogaro. J'avais fini 20, j'étais pas tout devant. Mais vive la France, encore une fois. Ah, ça y est, je vais l'entendre toute l'émission, là. Pauvre Suisse, que deviendrait-il sans nous, les Français, hein? Sans compter tous les Français qui mettent leurs économies en Suisse pour vous permettre d'être encore plus riches. Oui, mais il faudra alors s'ils font toujours les économies, hein, parce qu'il y a Cornu qui est en Suisse. Là. Ce Grand Prix Nogaro, ça devait être 78, je suppose. Oui, c'est vieux. Parce qu'il y a eu 2 Grands Prix à Nogaro, 78, et souviens-toi, 82, il y avait une grève. J'y étais pas là. Non, tu te souviens pas. J'étais pas. Bon, et même, j'étais pas engagé, je crois. Parce que je pouvais pas me faire engager. Parce et avec quoi tu démarres en Grand Prix alors? Une Yamaha? Avec une TZ. Une TZ, comme tout le monde. Et avec des anecdotes qui sont pas engagées, parce qu'à l'époque, ils prenaient que les pilotes qu'on connaissait. De renom. Renom. Et puis, heureusement, c'était en Suisse, mais moi, impossible de me faire engager. Il y a le team à Métro avec Frémont qui arrivent à se faire engager. Moi, exclu, jusqu'au jour où je suis parti à Jarama, en Espagne. J'étais pas engagé. Ils ne me voulaient pas. Et par contre, une semaine après, j'étais engagé en 350, parce que c'est une catégorie qui allait disparaître au Castellet, une des dernières années. Et je suis descendu quand même là-bas, sans être engagé. Et alors j'ai pleuré. Alors tout le vendredi, il y a des essais chronométrés le vendredi et le samedi, 2 séances chaque fois. Et j'arrive, je cherche le directeur de course. Écoutez, je viens de la Suisse, est-ce que je peux pas courir? Non, je connais pas sur la liste. Je vois que c'est un gros cigare. Et puis ensuite, il me dit venez voir ce soir s'il y a encore de la place. Puis par chance, je pense qu'il y en a un qui a eu un accident parce qu'il faut mettre tant de gens sur la piste. Il me dit ouais, d'un air tout dénigrant. Vous pouvez participer aux 2 dernières séances d'essai demain. Et la nuit, j'ai fait le circuit à pied pour savoir où ça tournait à gauche, à droite, parce que j'avais pas envie de croiser les autres pilotes, tu vois. Et puis, je pars de ma première séance, je perds au bout de 3 tours, je perds le simmering de sortie de moteur, du pignon, et puis toute l'huile sur le pneu, je tombe. Et est-ce que je fais pas tomber Lavado, qui était à l'époque, et c'est là que j'ai vraiment connu Lavado, hein. Et puis... Et après, il ne restait plus qu'une seule séance pour me qualifier. Alors, le couteau entre les dents, hein, et je termine 6e. De la séance. Et là, évidemment, vu que moi, on ne me connaît pas, jamais roulé en une séance, il y en a un qui vient faire la 2e ligne à l'époque, 2e ligne. Le dernier qui se faisait shooter, il y avait moi, il me dit écoute, il faut que j'aille vers la direction de course, ils sont trempés dans les chronos. Puis j'ai dit non, j'ai fait ça avec ma moto. Non, tu l'as fait, tu as 350. J'avais la 350 pour partir au Castellet. Je dis non, je l'ai fait. Ah, mais toi, si tu as fait ça, tu t'appelles Agostini. Il m'a dit, moi, ça m'a fait plaisir. Quand même, pas. Mais il n'est pas français, il est italien, Agostini. Italien, ouais. Et effectivement, alors maintenant, il faut savoir que j'étais engagé au Castellet en 350. Et la course, je finis 6e. Et je marque des points. Et là, et une fois que tu avais marqué marqué des points au championnat du monde, tu était automatiquement engagé pour tout le reste de la saison. Alors,
vu à l'époque, on pensait que comme il y avait très peu de pilotes suisses, et que, tu sais, les organisateurs aimaient pouvoir dire j'ai un Suisse, j'ai un machin, de tous les pays. Ça t'aurait facilité. En fait, c'est pas vrai. Ouais. Et il n'y a jamais eu beaucoup de pilotes en Suisse, mais il y a toujours des grands pilotes. Il y a eu Taveri, champion du monde. Il y a eu Kamatias Scheidegger, champion du monde en sidecar. Évidemment, Philippe Coulon, qui est ici au Coupe Moto Légende aussi, bien que Coulon soit né en France, elle soit émigrée en Suisse. Un bâtard, quoi. Ben oui, tout à fait. Encore un exemple que la Suisse ne peut pas se passer de la France. Mais à donc, couper, ça, il faudra couper. Mais non. Et donc, tu nous démontres qu'en fait, c'était pas si facile que ça de se faire engager, même en étant l'unique représentant de la Confédération helvétique, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, il faut aussi une chose, je me suis rendu compte qu'il y a une question d'échange. Or, en France, ils prenaient des pilotes allemands, mais quand alors il y avait la course en Allemagne, ils devaient prendre des pilotes français. Il y avait une question d'échange, mais n'ayant pas de circuit, on était nouveau désavantagés à ce niveau-là. Ouais. Et là, maintenant, on arrive au Castellet. Il faut savoir que j'avais été voir une course 5 ans avant, ou 6 ans avant, alors que je ne pensais même pas faire de la compétition. Et j'avais vu Cecotto qui battait Agostini. En 1975. Oh, t'es intelligent, toi. Ah. Mais t'es pas français, c'est pas possible. Bon, je sais pas. Bon, non. Et j'avais été voir ça, et puis j'avais été impressionné. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a Cecotto quand je suis au Castellet. Mm-hmm. Et là, il m'arrive, je pense, ça a été également une des chances de ma vie. C'est que je fais mes chronos, la dernière séance, et au moment où je passe devant les stands, je vois partir une moto sur ma droite qui part devant. Et il allait vite, je suivais, et à un moment donné, même, je remontais dessus, puis je me dresse sur la moto pour marquer, c'était marqué Cecotto. Oh! Mais lui, ce que je ne savais pas à l'époque, il n'y avait pas de pneus, de couverture chauffante pour les pneus. Il devait chauffer les pneus. D'accord. Et je partais juste quand il partait avec ses pneus pour les chauffer. Et il allait toujours plus vite. Et moi, en aspi, et tout ce qu'il faisait, je faisais. Toi, je veux dire, s'il arrive, moi, j'arrive pas. Attends, moi, j'avais encore des K81. Je ne sais pas si certains se rappellent, mais c'était des pneus pour aller acheter du pain le dimanche matin. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Lui, il avait des slicks. Et la cassure à l'entrée de la ligne droite, moi c'était presque à 3 tours de la fin, je me suis mis à l'équerre, mais resté dessus. Mais j'arrive, attends, 4e temps, première ligne. Oh! Mais maintenant, je prends ma 350, mais vu que c'est des motos assez similaires, je roule la même chose. Aussi, 4e temps, première ligne. Et ça a été vraiment le départ de ma carrière. De ta carrière. Voilà, on a commencé à parler de Cornu, c'est qui? C'est inconnu. En plus, suisse. Hein? En plus grand, voilà. qui dépasse de partout du carénage et de la moto. Donc, qui peut être, et c'est là que tu as illico eu ton surnom du Grand Jacques. Voilà, ouais. Et alors, par chance, après, tu as trouvé le soutien de Honda Suisse, c'est ça? Ou non, pendant longtemps, j'avais TZ, hein, c'était Yamaha Ostetler. Ah, Ostetler, Yamaha, je devais acheter une moto chaque année. Je continue à organiser mes balles populaires, et puis je revendais mes motos, je rachetais, mais je travaillais, j'étais mécanicien auto. Pour vendre l'étiquette dans tes balles populaires ou tu jouais de la batterie? Non, j'étais hyper anxieux qu'il y ait du monde qui arrive. Parce qu'évidemment, il fallait payer l'orchestre, il fallait la salle, il y avait des charges, et puis les droits d'auteur, et puis des trucs, et puis... bon, enfin bref. C'est merveilleux. Et puis, j'étais tendu qu'il y ait du monde pour couvrir au moins les frais. Mais ça ouvrait à 8h, à 9h, c'était salle comble, et puis c'était magnifique parce que c'était... Alors j'ai je pense, une grande chance d'avoir une sympathie médiatique. C'est pas, je crois, prétentieux ce que je dis, et cette sympathie médiatique... T'es un homme chaleureux, Jacques, voilà. C'est évident, on le voit pendant cette interview d'ailleurs. Oui, puis encore, je croise quelqu'un, il m'a dit « Ah ouais, mais vous m'aviez prêté, en endurance au Castellet, vous m'aviez prêté votre mobil-home pour dormir, parce que vous dormiez à l'hôtel, puis j'ai pu dormir dans votre... » Mais ça, c'est tout à fait... voilà, ça ne m'étonne pas du tout, je ne m'appelais plus vraiment de cette anecdote. Tu ne te souviens pas de ça, mais voilà, aucun doute que tu l'as voilà, fait. Et je crois que ça m'a suivi toute ma carrière, et puis bien aidé aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez les pilotes suisses, il y a les pilotes suisses francophones, comme toi. Ouais. Luigi Taveri, qui a été champion du monde, ou Scheidegger, était germanophone. Ouais. Et on a aussi des pilotes suisses italianophones.
Ouais. Mais donc, Ah ouais. avec Jacques, on a la chance d'avoir un Suisse qui parle un bon français quand même. Ouais, le vrai français. Hein. Ah non, non, non. Comment? Ah bah, le vrai français, il n'y a pas l'accent suisse. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, alors, raconte-nous un peu comment tu progresses, parce que moi, j'ai souvenir de ces années 80 où tu es dans le peloton de tête en 250, tu gagnes des grands prix, si ma mémoire est bonne. Ouais, Et donc, ouais, mais plus tard, hein, 88. ah oui, 7-8 plus c'est tard, beaucoup un peu plus plus tard. tard. Donc, tu as quand même eu du mal quelques années. Ah, des années, parce qu'évidemment, le matériel. Oui. Après, il est venu les motos d'usine. Après, il est venu. Voilà, il y a Et eu puis comme- le nombre aussi. Ouais. C'est-à-dire que. Au début, il y a 3 motos d'usine. Ah ouais, Spencer, il ne faut Ouais, pas oublier ouais, qu'il ouais. gagne En 2,5, 3,5. tout à J'en fait, ai tout rien à de fait. ce qu'il a fait, mais c'était le seul à avoir une moto d'usine. Oui, tout Après, à il en fait. est venu, on en a mis 4 ou 5, Yamaha aussi. On a Et mis, après, oui, il tout à fallait fait. ça, mais il fallait aussi de l'argent. Oui, beaucoup. Voilà, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au début que je courais, j'avais mon salaire de mécanicien, mes balles populaires, et ça me coûtait 35 000 francs. Mais ça correspond, mais bon, il y a les années de décalage hein, qui font. Et quand je suis rentré dans le team parisienne, il fallait après une moto d'usine, c'était déjà 3,5 millions. Oui. Et puis là maintenant, j'ai entendu, c'était en moto GP, c'est 60 millions. Ouais. Non, c'est vrai que c'est dommage parce que ça enlève la possibilité à des Des petits talents, jeunes, oui. à des Oui, gens oui. qui n'ont pas d'argent, d'arriver à accéder Voilà. à avoir du Tout à fait. bon matériel. C'est la vraie différence. Ce qu'on Ouais. appelait le Continental Circus à l'époque, Ouais. un petit privé qui tentait sa chance, qui Il pleurait arrivait. comme tu l'as fait, Ouais. et à qui on laissait faire une séance d'essai, avait une chance de démontrer Voilà. qu'il pouvait aller vite. Aujourd'hui, c'est un milieu fermé, Ouais. c'est un numerus clausus, comme on dit. Ouais. Et puis, c'est plus les pilotes qu'on engage, c'est les teams. Ouais. Donc, ça limite Voilà. aussi, quoi. Voilà. Mais on a Bon. changé d'époque. On a Tout changé change. d'époque. Alors oui, alors tu viens de citer la Parisienne, mais pardonne-moi, ma mémoire me joue des tours. Tu as conduit une moto construite en Suisse qui s'appelait la Parisienne, justement. Oui. Mais c'était ça, entre les Yamaha et les Honda, ou avant, ou après les Honda? On va voir si tu as de la Alors- mémoire, dans le fond. non. Ça a été après Yamaha. Après Yamaha. Après Yamaha, il y a Jörg Müller Oui. qui, en accord avec Parisienne, c'est dire on construit une moto, mais à la marque parisienne. D'accord. Mais, je dois dire, la moto aurait été compétitive, mais parallèlement sont venues les motos d'usine. Alors, disons deux choses. Jörg Müller était un ingénieur allemand qui a travaillé avec Kreidler, Ouais. qui a fait gagner les Kreidler, Ouais. qui a travaillé avec Morbidelli, qui a fait gagner les Morbidelli. La Parisienne, c'est une marque de cigarettes. Mais tu Oui. vois bien que vous avez besoin de nous, les Français, puisque vous appelez vos cigarettes parisiennes. Hein? Sans nous, vous feriez quoi? Ça y est, j'y voyais venir là. Hein? Non, bon, c'est vrai que heureusement que je suis arrivé dans cette période où il fallait de l'argent pour avoir une moto d'usine. Et M. Métro, qui était responsable de ce team, s'est dépêtré en voyant qu'il y avait le team, faut pas faire de pub pour les cigarettes, puisque c'est interdit, mais de toutes les marques de Les cigarettes. Parisiennes, elles sont jolies, les Parisiennes, Hein? elles sont séduisantes. On peut parler des Parisiennes, enfin. Alors, M. Métro a approché justement Parisienne Voilà. pour dire voilà. Et surtout, il faut savoir, ça reste toujours, c'était une époque où on ne pouvait pas faire de la publicité avec un sportif avec des cigarettes. Par contre, si le résultat et les photos étaient faites à l'étranger, on pouvait les utiliser en Suisse. Ouais, on ne veut pas c'était- revenir sur toute la politique Voilà, il y a qui eu tournait tout- là autour. Voilà. Voilà. Mais ça a été le même problème un peu partout en Europe. Et souviens-toi, il y a eu un moment, toute allusion au tabac Ouais. était interdite pendant les courses. Mais en fait, si on donnait le nom à la moto elle-même, Ben voilà, parisienne. elle pouvait devenir, et ainsi de suite. Ouais. Il faut préciser aussi que M. Métro était le distributeur de Elf en Oui. Suisse. Ouais. Donc le pétrolier Elf qui a fait beaucoup pour la compétition à cette Oui. époque. Beaucoup. Oui. Et tu l'avais gardé, le sponsoring de Elf, quand tu étais sur Honda ensuite? Oui, C'est ça. bien sûr. Et tu as pu avoir une 250 Honda NSR d'usine. Oui. Et là, par contre, tu avais la bonne moto. Après, j'avais la Et c'est moto ta pour me période, battre devant. Voilà, la plus fast en Grand Prix. Mais Ouais. c'était très, très disputé hein, Ah, quand ça même. se battait. Hein, avec, Ça bagarrait. Il y avait quoi, 6 ou 8 NSR. Il y avait Dominique Saron, Pas il y avait autant. Mang. Non, Il y ouais. avait Dominique Saron, il y avait Mang. Il y avait toi. Roth, il y avait au moins deux Allemands. Il y avait Roth et Espagnol, et Carbus, Ponce, et Garriga. Ponce, Cito Ponce. Ah ouais. Ah oui, non, Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Il y en avait beaucoup. Mais voilà, il fallait Il y en se avait battre beaucoup. autant qu'avant, mais à part avec du meilleur matériel. Voilà, et a priori des machines à peu près identiques, à peu Oui, près il n'y avait égales. pas grand-chose qu'on pouvait faire. Voilà. Ça se jouait au pilotage. Mais le poids restait quand même un... Mais toi, tu avais un avantage puisque tu étais plus grand, donc tu passais Pas la ça ligne d'arriver avant. avant. Non mais, il y a eu un pilote espagnol, 49 kilos. Ouais. Alors ouais. contre les 76. Bah, et à la Eric Saul, fédération. tu as couru contre Eric Oui, oui. Saul. Je crois qu'à sa grande époque, il pesait 42 ou 43 kilos. Ah, je me rappelle pas. Ah ouais. Eric, il est tout petit, Oui, tout maigrichon. oui, Quoi. oui, oui. Donc c'est sûr que c'est quand tu cherches à gagner 1 kilo sur la moto, Ah, et puis que par contre le pilote en fait. le pilote en fait 10 de moins ou 20 de plus moins, que 10, 20, ouais. ça se sent. Ah, hein, ça à se l'accélération, ouais. sent. Et c'est au même moment que tu as aussi été approché pour faire des courses d'endurance. Alors ça a été tout aussi. Une succession de faits. J'avais jamais couru en endurance. Mais seulement, j'arrivais aussi où j'étais financièrement à l'agonie, où je pensais même tout arrêter. Et c'est là que Egli me demande si je ne pouvais pas aller avec son pilote principal, aller courir le Nürburgring. Puis je dis, moi, j'ai jamais couru en endurance. Et puis là, il me dit, ouais, mais bon, c'est une moto, tu connais le circuit. Ouais, ok. C'est une moto de course, Je vais tu là-bas roules. et il faut savoir que Honda voulait absolument gagner parce que c'est une course aussi comme le Bol d'Or, comme le Mans, qui est très prestigieuse. Les 24 heures Du le Nürburgring, c'était 8 heures. 8 heures de Nürburgring. Et puis j'étais avec Neutiger pour courir celle qui était le pilote principal. Et moi, j'ai fait, je crois, le 4e temps des essais. Et puis l'autre, le Neutiger, fait le 20e temps. Et je pense que c'est 2 minutes avant le départ aussi jouer ma carrière. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, Egli vient vers moi et il me dit, écoute Jacques, la première heure c'est important dans une course d'endurance parce qu'on voit qui est devant, qui est derrière, et tu veux pas prendre toi le départ. J'ai dit, mais attends, moi j'ai jamais couru, tu sais, traire la piste, mettre en marche une moto, puis il me part la moto, puis il me dit oui, mais il faut savoir que Baldwin, ils avaient fait venir un pilote. Baldwin Aldana, absolument, sur la Honda d'usine. Voilà, Honda d'usine des États-Unis, du Japon. Ah oui, elle venait du Japon, bien sûr. Lui, il avait 6 secondes d'avance sur tout le monde. Bon, et je cours pour mettre en marche la moto, mais en 2 temps, tu mets un peu de gaz, toi, pour la mettre en marche. Et puis, moi, je saute sur la moto, je mets un peu de gaz, toi. Et puis, puis tous les autres pilotes, là, ils sont plus copains, hein, tout le monde loin. Alors, je suis parti 22e, et après un tour, bon, c'est grand, hein, le circuit, après un tour, j'étais 2e. Et à l'entrée de la ligne droite, je voyais Baldwin qui disparaissait au bout de la ligne droite. Et un tour après, j'étais derrière lui, et j'ai battu le record de 8 secondes. Aïe. 8 secondes, le circuit du Nürburgring. Et attends, parce qu'on ne fait pas 10 tours, hein, parce que le circuit est grand, et je fais le 3-4 tours derrière lui, et dans la ligne droite, sa moto d'usine, je te dis pas, moi, j'avais mon l'aiguille, j'étais un aspi, l'aiguille, elle était embutée, toi, elle tournait presque sur son axe, toi. Et attends, puis je voyais que je pouvais freiner plus tard que lui, parce qu'il y avait une chicane avant l'arrivée, et j'ai fait le freinage. Et du coup, après 1 heure, on était classé premier. Et ça, c'est resté dans les annales. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir une moto d'usine chez Kawasaki l'année d'après. D'accord, parce que tout le monde t'a vu. Et tout voilà, le monde, et ça marquait, évidemment, ça a été jusqu'au Japon. Voilà. Mais alors, question, tu connaissais bien le circuit du Nürburgring parce qu'il faisait 22 km. Ouais. Donc, tu avais roulé à un Grand Prix. Ouais, c'est ça. Donc, tu avais cet avantage-là. Je connaissais l'avantage, oui, je connaissais ce circuit. C'était bien joué. Ouais. Et donc, quand tu roules sur la Kawasaki en endurance avec Jean-Claude Chemarin, vous devenez champion du monde. Voilà. En 1982, 83 Non, avant 81. Ah oui, tu as raison. Ouais. 82, c'est Roche-Lafont. Ouais. C'est ça. Et puis voilà, on devient champion du monde, magnifique. Et puis après, j'ai fait que 2 ans, après j'ai fait de l'endurance. J'avais la chance parce que Chemarin était un pilote qui ne tombait pas, qui allait vite. Quoique je l'ai vu tomber une fois au Japon. Dans la ligne droite, il a fait en tout cas 200 mètres devant la ligne droite, à côté de la moto. On finit quand même dans les points. C'est cruel. Et puis, mais c'est quelqu'un, voilà, un pilote qui tombait peu ou pas. Et puis voilà, puis après on a eu des pilotes comme Pellandini qui a fait les courses 24 heures, on était à 3 pilotes. Et ça nous a permis de devenir champion du monde. Et puis là, voilà, financièrement, ça donne aussi un tournant. Et l'année d'après, on avait une moto, Kawasaki nous avait fait une moto en cadre alu. Attends.
aux essais, je mettais 2 secondes au deuxième. Donc là, je remettais la moto après 1 heure, on avait 20-25 secondes d'avance. Mais voilà, on m'a donné un pilote, chemin arrêté, qui était Coudray. Et au 3e relais, moto numéro 1 Kawasaki, chute. Et en endurance, je n'ai pas besoin de t'expliquer comment c'est quand tu chutes en endurance. Tu as le temps de ramener la moto et puis tout. Alors voilà, ça c'était. Et c'était blessé en plus, Gérard. Oui, oui. Et puis l'année d'après, il est passé chez Honda et là. Et après, après, et toi, ta carrière dure jusqu'à quand alors? Fin 90. Fin 90. Fin 1990. Attends, 1990, je précise, parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui se poseront la 90. question. Bon, fin 90. Fin 90, et ensuite, qu'est-ce que tu fais en Suisse? Tu recommences à travailler? Non, alors j'avais quelques projets. J'ai eu des propositions de rouler en voiture, mais je crois pas que j'ai bien fait parce que c'était pas trop mon truc. Parce que, voilà, et j'ai ouvert une école parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'accidents sont dus, évidemment, il y a les têtes brûlées, ça c'est une chose, mais beaucoup d'accidents sont aussi dus, pas forcément par des têtes brûlées, mais par des gens qui ont un manque de maîtrise de leur moto. Absolument. Et là, j'ai mis sur pied une école de perfectionnement moto qui existe toujours, puisque je l'ai remis, parce que je l'ai tenu pendant 30 ans. On a plus de 2000 participants par année et on cartonne avec ça. C'est tous des gens qui roulent sur la route, mais qui aimeraient rouler plus sûr. Voilà. Et donc, en fait, tu as vécu de ta passion de la moto toute ta vie. Oui, et puis toujours encore maintenant. Toujours maintenant encore. En plus, tu es venu avec ce truc-là. Explique-moi ce que c'est que ça, là. Alors, surtout en Espagne, j'aurais jamais pensé, entre les Catalans et tout, la guerre, mais ils se détestent. Oui, entre Catalans et Castillans, en France, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement? Qu'il y avait aussi quelques régions, mais ça reste encore un bon enfant. Ouais. Chez nous comme chez nous, on se moque un peu des Suisses allemands. D'accord. On les appelle, nous, les casques à boulons. D'accord. Ouais, parce que c'est la mentalité germanophone ou bien latine, il y a quand même des différences. Un peu rigide, oui. Alors justement, quand j'ai des gens qui viennent dans mes cours, à l'école, on a fait pour eux, parce qu'on les appelle des casques à boulons. Alors on a fait un casque à boulons. Alors, tu penses bien, c'est rigolo, et ça fait partie de, quand les gens arrivent le matin à l'école. Alors là, on a les casques pour les Romands, puis on a les casques pour les Suisses allemands. C'est les casques à boulons. Alors, ça met de l'ambiance. Eh bien, Jacques, un grand merci. Cool. Merci. Merci aussi d'être là au Coupe Moto Légende, parce que tu es un habitué. Oui, deuxième fois, mais voilà. Avant, j'avais pas le temps à l'école. Et surtout, les week-ends, on travaille les week-ends parce que les gens sont en congé le week-end. C'est vrai que les Suisses, pour qu'ils sachent un peu de choses, il faut qu'ils aillent beaucoup à l'école. Donc tu vas encore à ton âge, c'est très bien. Oui. Bon, merci Jacques.